Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, courte vidéo dans laquelle on va parler de Sophia Aram, du média Serfia, de Blanche Gardin et d'Emeric Caron. Mais pour commencer, je voulais vous partager une vidéo de Julien Baloul, influenceur franco-israélien et ex-porte-parole de Tsahal, qui depuis 2 ans jubile à chaque bombe envoyée sur Gaza et qui aujourd'hui panique parce qu'il est bloqué en Israël. Ça ressemble à une ville un peu, une ville fantôme un petit peu, c'est-à-dire que les rues sont vides, les commerces sont fermés, les écoles sont fermées. On va se coucher le soir avec une inquiétude, à savoir qu'on sait qu'on va être réveillé par des missiles et par des alertes. Pardon. Je voudrais, excusez-moi, saisir l'occasion, j'ai une grande interrogation et je n'arrive pas à avoir de réponse. Où est le Quai d'Orsay? Où est Paris? Où est le gouvernement français? Il y a des milliers de touristes français, des centaines de touristes français bloqués ici. La communauté française d'Israël est la plus grande du Moyen-Orient. Dans toutes les crises internationales, la France a rapatrié ses ressortissants. À l'heure actuelle, rien, 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 rien. Pas un vol, pas un bateau, pas un bus, rien. Évidemment, c'est beaucoup moins drôle quand les bombes tombent sur ta tête. Et c'est trop facile d'accuser seulement l'État français. Certes, il est complice, mais c'est le gouvernement israélien qui a demandé la fermeture des aéroports. Mais apparemment, Israël reste la seule démocratie de la région. Une démocratie qui n'hésite pas à frapper intentionnellement des journalistes. Ils ont d'ailleurs commencé à bombarder les studios de télé iraniens, regardez. La présentatrice du journal de la télévision d'État iranienne est en train de lire la dernière déclaration du Conseil supérieur de la sécurité nationale. Quand retentit une immense explosion. Le siège reste vide, la fumée envahit le studio. L'armée israélienne vient de frapper le siège de la télévision publique dans le nord de Téhéran. Il est en partie détruit. Chez eux, les Iraniens ont assisté à la scène en direct. Peu de temps après, la télévision publique est parvenue à émettre d'un autre endroit à Téhéran avec ce reporter sur le terrain devant le bâtiment bombardé. Aucune condamnation de la part des journalistes français. Peut-être qu'ils ne les considèrent pas comme des collègues, un peu comme les journalistes palestiniens. La notion de liberté de la presse a totalement volé en éclats ces 18 derniers mois. Les journalistes occidentaux ne sont solidaires qu'entre eux, et encore. Mais cette période a eu au moins un avantage, c'est qu'elle expose l'hypocrisie de toutes les personnalités publiques. Le Parti socialiste, par exemple, qui aujourd'hui est clairement sioniste et valide sans problème la politique israélienne. Israël a estimé, et d'ailleurs les chancelleries occidentales, à commencer par la France, a estimé que c'est une frappe préventive pour se prémunir de ce danger existentiel. Je crois que c'est le cas. Voilà, je crois que c'est le cas. Ça va plus loin parce que là, aujourd'hui, on a assisté en direct, Tsahal bombarde la télé d'État iranienne à Téhéran, bombarde des ministères, des sites économiques. Là, c'est plus la menace nucléaire. On a l'impression qu'Israël veut déstabiliser le régime. Donc veut aller plus loin simplement de la destruction de l'arsenal nucléaire. Et qui se plaindrait de la déstabilisation du régime des Mollahs? On a tous manifesté ces derniers temps autour du slogan Femme, vie, liberté. On a tous pointé le rôle des proxys iraniens, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas. C'est gênant, c'est très gênant et je ne sais même pas si c'est une stratégie de communication complètement foireuse ou si leur sionisme les empêche de raisonner, mais c'est une catastrophe. Même Alain Duhamel, un vieux briscard du système, leur fait remarquer. Donc pas de présidentiable, pas de programme, pas beaucoup de militants, on peut le dire, et de moins en moins d'électeurs, en tout cas dans cette phase-là. Donc ça veut dire que le Parti socialiste, c'est un parti à reconstruire de A à Z, et encore faut-il avoir les hommes pour ça. Ensuite, on a Caroline Yadan, qui comme d'habitude parle comme un porte-parole du gouvernement Netanyahou, et ça ne choque personne, pas même les souverainistes. Pourtant, je rappelle qu'elle est députée française, payée par les impôts français pour servir les Français. Ah, qu'est-ce que vous voulez lui dire, Monsieur le Président, voilà, virgule, allez-y. Non mais voilà, je lui ai demandé, je lui ai demandé un entretien personnalisé, lui et moi, pour pouvoir parler, j'allais dire d'homme à homme, mais en tous les cas, pour que je lui explique mon point de vue, pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël, et je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël. Alors nous, Français, sommes vus comme des ennemis d'Israël?
est-ce qu'on doit aussi craindre un futur bombardement venant de Tel Aviv? Parce que comme le Liban ou comme l'Iran, on pourrait nous aussi être considérés comme une menace existentielle, qui sait. En tout cas, la situation, on le sent, est explosive. Et si vous remarquez bien, plus aucun artiste, intellectuel ou personnalité publique hors politique ne prend clairement la parole depuis quelques jours. Il faut noter, c'est très rare dans ce pays, que sur une question humanitaire, on a la pratique de ces crises-là. Il n'y a aucun intellectuel qui mouille la chemise. Il n'y a pas une voix qui est une référence aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Qui ne soit pas politique. Qui ne soit pas politique, tu as raison. La voix d'un intellectuel. Dans ce pays, on est habitué à ça. On est habitué à ce que des intellectuels nous alertent quand des drames humanitaires se passent. Là, il n'y en a pas. Notez la manière dont s'expriment les autorités israéliennes. J'adresse un message clair à Emmanuel Macron et à ses amis. Eux reconnaîtront un État palestinien sur le papier. Sur le terrain, nous construirons en Cisjordanie un État israélien. Le ministre des Armées israéliennes aujourd'hui dit « on prend la terre, on vole la terre ». Ça n'est pas admissible. Je pense qu'il n'y a pas en France de critique à la hauteur de ce que mériterait ce type de discours. Benyamin Netanyahou tient exactement le même discours. Évidemment, celles et ceux qu'on empêche de parler, ce sont celles et ceux qui défendraient les Gazaouis. Par contre, les défenseurs d'Israël, eux, peuvent s'exprimer librement. Comme Sophia Aram, par exemple, très médiocre au passage, et qui va jusqu'à se moquer de la marche vers Gaza, une initiative visant à lever le blocus. Cette marche a été arrêtée à la frontière par les autorités égyptiennes. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Nova. Nous sommes en Égypte où 3 teubés, 2 Marie Coquillette et un Jean Barnabé de la Marche pour Gaza tentent d'amadouer des Égyptiens en jetant du Allahu Akbar, tel un Christophe Colomb essayant d'apprivoiser l'autochtone en lui donnant du Aloha, brave indigène. Voilà que le bon sauvage de leur rêve les accueille à coups de matraque avant de leur arracher leur passeport. Un peu plus loin, la scène se reproduit avec un militant à bout de souffle implorant les policiers égyptiens. For humanity, for Islam, stand with your Islamic brothers and sisters. Pour l'humanité, pour l'islam, soyez solidaires de vos frères et sœurs islamiques. Un argumentaire qui, malgré toute la compassion du militant de gauche, n'aura pas convaincu l'officier indigène qui poussera l'ingratitude jusqu'à remettre nos Tintins au Congo de la cause décoloniale dans le bus du retour. Et c'est là qu'on dit chapeau, parce que face à la détresse des Gazaouis, il fallait oser faire semblant de leur apporter ses restes de quinoa, un paquet de farine et 3 serviettes hygiéniques pour le plaisir de mettre en scène son arrestation programmée. Pendant ce temps, l'armée israélienne participe au programme de dénucléarisation de la dictature islamique d'Iran par des frappes ciblées et dont l'efficacité est saluée par tous ceux qui, comme moi, préfèrent des mollahs sans bombe nucléaire, des demi-mollahs, voire pas de mollahs du tout. Faites exactement la même chronique en vous moquant des Israéliens qui partent se cacher dans des abris pour éviter les bombes et vous aurez droit à un procès et vous serez banni des médias. Mais Sophia Aram a le droit de se moquer de la famine à Gaza, du blocus et d'utiliser le mot génocide comme une blague dans ses chroniques. Donc Aymeric Caron a décidé d'interpeller les patrons de Radio France. Et Sophia Aram l'a très mal pris. Elle a à nouveau, comme elle n'est pas très drôle, elle a à nouveau, dans un élan raciste, appelé Aymeric Caron Abou Caron. Donc Aymeric Caron lui a répondu ceci, regardez. Intéressez-vous à la politique plutôt qu'à votre nombril d'humoriste raté Sophia Aram. En tant que législateur chargé de surveiller l'utilisation de l'argent public, et rapporteur du budget de l'audiovisuel public, il est tout à fait normal que je signale à vos patrons si vous détournez votre mission de service public. Vous êtes une militante politique qui soutient un gouvernement génocidaire, islamophobe, et vous insultez en permanence ceux qui ne partagent pas vos idées, quand vous ne les harcelez pas. Vous n'avez rien à faire sur le service public et certainement pas dans une case humour qui vous a été offerte. Pour le reste, vous répondrez devant un tribunal, la procédure est en cours. Il met simplement en lumière le fait que cracher sur Gaza, ce n'est pas interdit, c'est même financé par l'État. Et il a enchaîné avec ce tweet. L'Espagne et Hollywood ont Javier Bardem. Et nous en France, qui parmi les acteurs et actrices ont dit les choses sur les génocides en cours à Gaza? Bien sûr, il savait que tout le monde répondrait Blanche Gardin. Blanche Gardin, c'est l'un des cas les plus traumatisants. Elle a été broyée par le système jusqu'à ce que même ses collègues la boycottent par peur d'être associés à elle. Tout ça pour avoir soutenu la Palestine. Et je voulais d'ailleurs vous relire un tweet d'Aymeric Caron publié en février dernier, parce que depuis, la situation n'a absolument pas changé. Regardez. Blanche Gardin est l'une des humoristes les plus drôles de sa génération, dotée d'une écriture exceptionnelle. Aujourd'hui, elle est blacklistée par le cinéma, notamment parce que certains acteurs ne veulent plus tourner avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le courage de dénoncer le génocide des Palestiniens. Elle fait partie des rares artistes français à l'avoir fait. Alors qu'aux États-Unis, les artistes se sont exprimés. Mais ici, pour la faire taire, on l'a accusée d'antisémitisme. Elle subit une sanction indigne.
Le silence des artistes français est une honte. Mais Blanche va revenir, j'en suis sûr. De tout ça naîtra un one-woman show qui sera un gros succès, patience. C'est elle qui refusera de tourner avec eux, qui ont soutenu les massacres d'enfants palestiniens. C'est quand même délirant, on parle d'une citoyenne française empêchée de travailler pour avoir soutenu une population en détresse. Et pendant ce temps-là, des agents qui bossent exclusivement pour des intérêts étrangers ont pignon sur rue, comme Sarah Knafo qui prône le repli national depuis des années, mais se lève à chaque fois qu'il faut défendre Israël, quitte à mettre la France en porte-à-faux diplomatique. Je suis actuellement arrivée au Salon du Bourget où je viens d'apprendre que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait décidé d'interdire l'ouverture des stands israéliens. Donc vous pouvez voir derrière moi qu'ils sont tous barricadés de noir alors que tous les autres stands sont tous ouverts. C'est une décision qui est non seulement incohérente, mais en plus elle est hypocrite. C'est une décision qui est incohérente parce que vous vous souvenez sans doute qu'il y a de ça maintenant quelques semaines, Emmanuel Macron avait reçu sur le perron de l'Elysée un terroriste, le président de la Syrie actuelle. Et il l'avait reçu au nom de la realpolitik, alors même que nous n'avons aucun intérêt stratégique et commercial actuellement en Syrie. Pourtant, avec Israël, nous avons des intérêts commerciaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont au Salon du Bourget, puisque c'est un client. Mais avec Israël, Emmanuel Macron fait de la morale, alors qu'avec un djihadiste syrien, là, il fait de la realpolitik. C'est une décision qui est aussi hypocrite, parce que la France vend bel et bien de l'armement à Israël. On se comporte en réalité comme certains pays arabes qui commercent avec Israël mais qui en ont honte parce qu'ils ont honte des réactions de leurs rues arabes. Qui la finance? Les adhérents de Reconquête? C'est pas assez. Alors qui d'autre? Et pourquoi Jordan Bardella ne se rend quasiment jamais au Parlement européen? Il est surnommé Bardépala à cause de ça. Et les rares fois où il est là, c'est pour parler de Rima Hassan et du Hamas. C'est ça la priorité. Merci Madame la Présidente. Madame Hassan vient de démontrer une fois de plus qu'elle n'était dans cet hémicycle pas une députée française au Parlement européen, mais bien l'ambassadrice du Hamas auprès de l'Union européenne. Le Parlement a reçu une fois de plus Madame l'association Fémiso. Il y a quelques semaines, un rapport du ministère de l'Intérieur français identifiait cette association comme un proxy des frères musulmans en Europe. Ma question est donc simple, combien de temps allons-nous encore tolérer, financer, légitimer les ennemis de la civilisation européenne? Même question pour le Média Frontière, un média identitaire d'extrême droite qui passe 50% de son temps à parler d'immigration pour se donner un vernis patriotique et l'autre moitié à cirer les pompes d'Israël. Qui les finance? Salut les amis, alors oui, l'objectif c'est de lancer une radio Frontière à la rentrée en septembre, le 8 septembre, on compte sur vous. Alors vous voyez, ça c'est le studio qui est en travaux, en pleine construction. Donc en ce moment c'est un peu l'enfer dans les bureaux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des programmes, on sera présent dans les manifestations, on aura des émissions dédiées aux régions, on va couvrir les élections municipales, les élections présidentielles, on fera aussi évidemment des formats culturels, un aspect musical, voilà, il y aura un vrai ADN de la radio, donc ça va être formidable pour nous. Mais d'abord, vous le savez, on vous l'a dit, il faut lever 100 000 € d'ici le 31 juillet. Alors nous on a pris notre risque, on a quand même lancé les travaux au cas où parce que ça prend du temps, c'est des délais incompressibles, mais 100 000 € c'est l'investissement, matériel vidéo en régie. On pourra suivre par exemple la commission d'enquête sur LFI en direct, on ne les lâchera pas. On commence doucement à identifier les sources de revenus. Est-ce que vous connaissez le média Serfia? C'est un média en ligne qui est très connu. Je m'en servais régulièrement pour me tenir informé. Eh bien on apprend ça. Alerte Info est en mesure de vous le confirmer, le média hybride Serfia a été racheté par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, notamment derrière le projet Périclès qui vise à porter l'extrême droite au pouvoir. Le plan Périclès de Pierre-Édouard Stérin, c'est ça. Mais qui a touché l'argent de Pierre-Édouard Stérin? Ce milliardaire français acquis à l'extrême droite. Stérin, c'est Smartbox, c'est l'exil fiscal et c'est le plan Périclès. Vous vous souvenez? Son projet secret, 150 millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite dans les têtes et dans les urnes. Eh bien aujourd'hui, nous passons au peigne fin une vaste liste de ses bénéficiaires. Sophie de Menton, Thibault de Montbrial, Florence Bergeau-Blaclair, patron, avocat, universitaire, éditocrate, responsable politique, catho-tradi, islamophobe et antiféministe. Et il y en a de toutes les couleurs, enfin surtout pour toutes les tendances les plus radicales à droite. Stérin a décidé de brûler une partie de sa fortune pour imposer ses valeurs en France. Contre l'immigration, contre le wokisme, contre le socialisme. Là, avec l'Humanité, nous avons sollicité tous ceux qui ont été aidés par Périclès. Et parmi ceux qui nous répondent, beaucoup nous disent ne pas être influencés par Stérin. Non, ils n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Ils en seraient presque à nous présenter un ami de gauche. Puis, ajoute-t-il, ils n'ont pas reçu tant d'argent que ça. Tout n'est pas encore connu, mais une chose est sûre, cette fois, Pierre-Édouard Stérin a bel et bien engagé la bataille politique, culturelle et électorale.
Voilà, donc Cerfia va sûrement faire partie de la stratégie Périclès. Et pour résumer, en France, on a des sionistes ouvertement pro-Netanyahou qui sont intouchables et qui tapent sur les pro-palestiniens qui, eux, sont boycottés par le système. On a le Parti socialiste qui, soi-disant, est de gauche mais qui continue sa dérive vers l'extrême droite. Et des milliardaires qui financent des médias et mouvements d'extrême droite identitaire. Donc oui, c'est chaud. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.